Bien. Chère Naya, cher Antoine et chers tous ici présents ce matin, bonjour à tous. Monsieur, je remercie vraiment Antoine de sa présentation. Quelques petites erreurs de date, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est pas grave, c'est pas gênant. Ce matin, en fait, il y a quelques temps, Maya et Antoine m'avaient dit qu'il y a un sujet qui n'était jamais abordé au sein de l'Académie, et c'est vrai qu'on l'aborde assez peu, c'est quelque chose que vous avez tous connu, puisque c'est le monde éducatif. Et ce que j'ai souhaité ce matin parmi vous, c'est présenter les évolutions récentes de ce système éducatif, récentes depuis une vingtaine d'années, parce que, vous allez le voir, depuis 20 ans, il y a les permanences que vous avez pu connaître il y a plus de 20 ans. Je pense que vous avez quitté le système éducatif pour beaucoup il y a un peu plus de 20 ans. Mais il y a aussi des nouveautés et des nouveautés d'une vingtaine d'années qui sont toujours prégnantes aujourd'hui et qui ne sont toujours pas acceptées dans le monde éducatif. Le système éducatif, c'est l'un des piliers de la République pour moi. Ce pilier, il est vraiment en constante mutation. Et les 20 dernières années, depuis 2004-2005, ont été marquées par un rythme soutenu de réformes, et de réformes souvent controversées. En revanche, ce pilier de la République a toujours été motivé par une volonté, celui de réduire l'échec scolaire et de mieux préparer les élèves à nos défis, aux défis qui sont les nôtres, dans un monde vulnérable aujourd'hui, on va dire ça comme ça, et on va essayer de décortiquer aujourd'hui, en une quarantaine de minutes, ces grandes évolutions, en me concentrant spécifiquement sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'enseignement secondaire. Je reviendrai peut-être sur quelques points sur le supérieur. Tu as dit, j'ai pu être aussi pendant 4 ans membre du conseil d'administration de l'université Montpellier-Rennes. Et donc, on va surtout travailler aujourd'hui sur le collège et le lycée. L'objectif, c'est de comprendre non seulement quelles sont les réformes qui ont été mises en œuvre depuis une vingtaine d'années, mais pourquoi elles ont été nécessaires, ces réformes, et avec quels impacts réels sur la vie des élèves et des enseignants. Je m'attarderai aussi sur les critiques que peuvent émettre aussi les professionnels de l'éducation, en particulier le corps enseignant, 800 000 personnes, en France, c'est énorme. Nous allons voir que ces changements vont traduire une tension permanente, finalement, entre l'idéal du collège public, qui reste ancré en France, et l'impératif de l'excellence. Une tension qui tente à la fois de répondre aux questions de savoir comment garantir la réussite des élèves dans un système qui, historiquement, reste un système élitiste. Ouais, ça marche. Si je fais comme ça, ça marche. Tout d'abord, pour cadrer notre analyse, on va essayer d'identifier 4 lois majeures ou 4 moments majeurs récents qui ont structuré ou restructuré l'éducation nationale. Chacune de ces lois, chacun de ces moments répond finalement à un contexte spécifique. 2005, je me suis arrêté sur 20 ans, vraiment 20 ans. François Fillon, alors ministre de l'Éducation nationale, il avait été pendant quelques temps aussi ministre de l'Enseignement supérieur avant. 2005, donc François Fillon, c'est la première fois que l'on parle de socle commun de connaissances et de compétences. On va y revenir juste après. Pourquoi c'est important? Parce que début des années 2000 en Europe et dans le monde, on commence à essayer de mesurer le niveau des élèves dans leur langue maternelle, pour nous français, c'est plus enseigné l'anglais, pour les Allemands l'allemand, mais aussi les mathématiques. Et c'est un programme international de suivi des acquis des élèves, qu'on résume souvent en PISA, Programme international de suivi des acquis des élèves, qui montrait dès le début des années 2000 que les inégalités sociales en France
était parmi les plus fortes de tous les pays développés. On est dans un pays traditionnellement à l'école élitiste et on ne réussit pas. Et c'est vrai encore aujourd'hui, on ne réussit assez mal finalement à faire progresser des élèves qui ont le plus de difficultés. L'idée forte en 2005, c'est de garantir que tous les élèves quittent le système avec un minimum de savoir et des savoirs qui seraient pour chacun les véritables acquis. C'est l'ère de la culture commune, c'est ce qu'on verra juste après. 2013, on a un changement de gouvernement. Depuis 2012, c'est François Hollande qui est président de la République et c'est un philosophe. C'est rare qu'on ait un philosophe ministre de l'Éducation nationale. C'est un philosophe, c'est Vincent Payan, qui refonde finalement cette première loi de 2005 et qui met un programme de refondation de l'école. Alors lui, il va plus s'intéresser à la formation des enseignants. On va voir juste après que les enseignants ont été très déstabilisés par cette première loi de 2005 et il va s'intéresser à la formation des enseignants. Il va créer des écoles supérieures de professorat d'éducation qui vont remplacer ce qu'on a appelé des écoles normales, ce qu'on a ensuite appelé l'IUFM. Et il va surtout aussi, lui, on reverra après, redéfinir des cycles d'enseignement. C'est pas des cycles d'enseignement, on parle plus de CP, C20, CE2, etc. Mais on va essayer de faire en sorte que les élèves, en fait, apprennent sur plusieurs années. Il va mettre l'accent sur la scolarisation aussi des élèves de moins de 3 ans. On a une spécificité française avec, non pas les kindergarten à l'anglo-saxonne, mais avec des écoles maternelles, mais on s'était rendu compte aussi qu'il y a beaucoup d'enfants dans les quartiers prioritaires, des enfants en difficulté qui n'allaient pas à l'école avant 3 ans, et Vincent Payan, lui, il a plus mis l'accent aussi sur cette scolarisation assez récente. Puis après, 2 autres lois sur lesquelles on va s'attarder aussi. 2019, encore un nouveau président de la République depuis 2 ans, Emmanuel Macron, et au cours de son premier quinquennat, Emmanuel Macron a confié les rênes de l'éducation nationale à un ministre qui est resté 5 ans. C'est rare aussi dans le monde de l'éducation d'avoir un ministre qui reste assez longtemps et qui a permis justement, pendant ces 5 années, de modifier particulièrement le secondaire et particulièrement le lycée. On va le revoir avec des révolutions pour les enseignants et pour les élèves avec un baccalauréat modulaire. Et on va peut-être aussi regarder quelles sont les modifications qui ont eu lieu au cours de ces lois d'école de la confiance. Et puis, dernier point un peu plus rapide sur lequel on reviendra, c'est très récent. 2e quinquennat d'Emmanuel Macron, à l'époque, un ministre qui n'est pas resté très longtemps, qui est devenu ensuite Premier ministre, Gabriel Attal, mais qui s'intéresse, et encore aujourd'hui, énormément au système éducatif et essayer de remettre un peu d'élitisme dans cela et à la fois de concilier l'élitisme et à la fois de concilier aussi le fait que tous les élèves à l'issue du collège, de l'école, du collège et plus tard du lycée aussi puissent avoir de véritables parcours d'excellence, que ce soit pour les élèves qui sont en potentialité de réussir ou d'autres élèves qui sont vraiment en difficulté. 2005, si je reviens sur cette loi, le socle commun, le but en 2005, c'est de définir véritablement un socle commun de compétences et de connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant, en réalité, on s'intéressait surtout aux connaissances. Alors, c'est super des connaissances, il en faut, on est tous d'accord que c'est la base, et personne ne dira le contraire. En revanche, à partir de 2005, on se rend compte que les contenus, finalement, ne suffisent pas pour faire en sorte que les élèves, les futurs citoyens, puissent acquérir à la fois des choses qui vont leur permettre d'avancer dans la vie, mais aussi leur permettre d'avoir une véritable éducation.
Éducation A, éducation, ça peut être une éducation à la culture, éducation à la citoyenneté, on va le voir aussi à d'autres éléments. Le but, c'est de se dire que on va former des citoyens parce que peut-être que les familles sont un peu plus défaillantes qu'auparavant. Peut-être que le rôle de l'école, il est un peu moins prégnant chez certains. Et le but de ce socle commun, finalement, de compétences, de savoir, de connaissances, mais c'est de faire en sorte d'apprendre aussi aux élèves à mobiliser leurs capacités dans des situations beaucoup plus complexes. C'est super mal vécu par les enseignants. Pourquoi? Parce que finalement, on remet en cause ce qu'ils savaient faire depuis des années. Quand j'ai débuté moi-même en tant que professeur d'histoire-géographie, on parlait d'histoire, on parlait de géographie, on parlait d'éducation civique, et moi j'étais là pour apprendre des connaissances aux élèves, et on s'intéressait finalement assez peu à ce qu'ils en faisaient de ces connaissances. Cette époque 2005, début du 21e siècle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment où on se rend compte que finalement, les connaissances, ça ne suffit plus. Et il y a un véritable décrochage de la France dans les enquêtes internationales. On se rend compte aussi que entre 15 et 18% des élèves sortent à 16 ans du système éducatif sans maîtriser les fondamentaux. Donc l'idée, 2005, début du XXe siècle, socle commun, c'est de restructurer par domaine, finalement, par piliers. À l'époque, on appelait ça des piliers, ensuite on a appelé ça des domaines. 5 grands domaines, 7 piliers, les programmes scolaires. Ces domaines, c'est la maîtrise de la langue française, c'est essentiel. Ça reste aujourd'hui, 20 ans plus tard, quelque chose qui reste d'actualité. C'est aussi la pratique d'une langue vivante étrangère. Alors aujourd'hui, on n'en est même plus là, on se dit que l'une des langues étrangères essentielles, c'est l'anglais. C'est même plus un objectif. En réalité, aujourd'hui, on serait plutôt sur 2 langues étrangères et la maîtrise de 2 langues étrangères. Troisième domaine, c'est les mathématiques, les sciences. On pourra revenir un petit peu plus tard sur ces mathématiques et ces sciences, ça reste le point noir, en réalité, aujourd'hui, de notre système éducatif. Une culture humaniste, forcément, et on verra aussi qu'avec le nouveau bac, ça a été plutôt remis en avant également. Cette culture humaniste, c'est aussi une culture de tout ce qui est maîtrise de l'information, de la communication. Aujourd'hui, on dirait aussi des réseaux sociaux. On sait à quel point ces réseaux sociaux prennent de l'importance dans la vie de tout à chacun, et maîtriser ce qui est dit dans ces réseaux sociaux, maîtriser les fake news, maîtriser les influences étrangères aussi, c'est très important, et aujourd'hui ça reste quelque chose d'essentiel. Ce qu'on veut faire aussi en 2005, ce que souhaite faire François Fillon en 2005, c'est finalement un peu révolutionner tout ça. Révolutionner comment? En faisant une évaluation qui est à la fois une évaluation des connaissances, à la fois essayer d'évaluer les compétences, et c'est là que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que on n'a pas réussi, et aujourd'hui encore on se pose la question sur le dosage. Comment doser l'évaluation à la fois des connaissances des élèves, mais de ce qu'ils savent faire. Les connaissances pures, les savoir-faire, c'est beaucoup plus compliqué. Mesurer une connaissance, on sait faire. Mesurer une compétence, mesurer un savoir-faire, c'est beaucoup plus difficile. Et 20 ans encore après, ça reste quelque chose qui est difficilement compréhensible, à la fois par les professeurs, à la fois par les élèves, à la fois par les familles. Et nous, quand je dis bon, parce qu'on s'adresse toujours aux familles aussi quand on est dans le monde de l'éducation, c'est assez compliqué à faire en sorte d'être compris et d'être assez simple en réalité. Le principal reproche de ce socle commun, c'est de créer une confusion entre ces savoirs
et ses savoir-faire. Et enfin, ce socle commun 2005 a été aussi fortement critiqué pour avoir été mal compris, mal appliqué par les enseignants. Je pense qu'il y a un manque de directives claires sur la manière de concilier cette notation traditionnelle finalement et cette validation des compétences. Pour autant, aujourd'hui encore, surtout à l'école primaire et surtout au collège, ce socle commun reste essentiel. Donc 20 ans plus tard, ces lois Fillon, elles sont encore d'actualité dans notre monde éducatif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé ensuite, presque une dizaine d'années plus tard, à un nouveau gouvernement. François Hollande est aux manettes de l'État, Vincent Peillon met en place, et sa successeur ensuite, après Najat Vallaud-Belkacem, mettent en place tous les deux des dispositifs qui visent surtout à faire en sorte que les élèves qui sont les élèves sur lesquels on a vraiment une culture commune jusqu'au lycée, jusqu'au début du lycée, jusqu'au collège finalement, une grande réforme qui est plutôt mal accueillie. 2016, réforme du collège, qui a ciblé finalement ce que le monde éducatif appelle le maillon faible du système, c'est le collège unique. C'est essentiel, ce collège unique, c'est des années 70, c'est des réformes Abi, le fait que tous les élèves participent aujourd'hui à une seule et une unique, à la différence d'autres pays, un seul et un unique système, à la différence d'autres pays, qui est le collège, entre la 6e et la 3e, mais ça reste critiqué. Pourquoi il reste critiqué, ce collège? Parce qu'il est incapable de gérer l'hétérogénéité des élèves et les difficultés accumulées depuis l'école primaire. On le sait, on a des élèves qui sont de niveaux très différents, mais pour autant, on se doit d'aller vers une culture commune. Réforme du collège en plusieurs points. L'idée déjà de renforcer la liaison entre ce qui se fait à l'école primaire et ce qui se fait au collège. Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait par l'intégration finalement de la classe de 6e qui reste dans les collèges, mais qui se fait en liaison beaucoup plus forte avec les enseignants du primaire. J'étais à cette époque-là principal d'un collège à l'ODEV, je dirais à l'ODEV bientôt, et à cette époque-là, on a véritablement mis en œuvre des conseils entre les enseignants du primaire, les enseignants du collège, pour faire en sorte que la liaison, la transition entre le CM2 et la classe de 6e se fasse le mieux possible. Ça s'est fait aussi dans les programmes. Les programmes de l'école primaire, et aujourd'hui encore, les programmes de l'école primaire CM1, CM2, les 2 dernières années de l'école primaire, et les programmes de 6e forment un tout. Ce qu'on apprend à l'école primaire jusqu'en CM2, ça se poursuit au collège, et ça se poursuit particulièrement dans la classe de 6e. À l'époque, j'ai fait intervenir aussi des enseignants de l'école primaire à l'intérieur du collège pour aider les élèves les plus en difficulté. Ça a été un choix parce que s'était rendu compte aussi que les enseignants de français, par exemple, ou de mathématiques, plutôt cette difficulté à aider les élèves les plus en retrait finalement, et que quand on faisait appel à des enseignants du primaire, ils avaient peut-être davantage d'astuces, de trucs, de moyens de faire en sorte que les élèves soient davantage accrochés dans ces disciplines fondamentales. Ça visait, cette liaison école-collège, à adoucir cette transition, à harmoniser les méthodes, renforcer le travail d'équipe entre les professeurs des écoles, les instituteurs, si vous préférez, et les enseignants du collège. Ça a marché dans certains cas. Ça a été difficile dans d'autres parce que, faut le savoir aussi, on a, nous, des difficultés quand on est principaux de collège, par exemple, ou proviseurs de lycée, à faire intervenir des personnels d'autres niveaux.
2016, cette réforme du collège, elle fait en sorte d'introduire, ou plutôt de réintroduire, on parlait tout à l'heure de compétences, des travaux interdisciplinaires. L'interdisciplinarité, à l'époque, c'était ce qu'on appelle les enseignements pratiques interdisciplinaires. Ça existait, hein. Ça existait bien avant 2016, mais on essayait en 2016 de faire en sorte d'intéresser davantage les élèves en faisant des ponts entre les disciplines. Par exemple, sport et santé, comment un professeur de sciences naturelles, de sciences et vie de la Terre, pouvait travailler sur des mesures physiques qu'avaient prises les élèves en course, par exemple. Un élève qui courait en demi-fond, notait son temps, pouvait travailler avec les professeurs de mathématiques, pouvait travailler aussi en faisant des courbes avec les professeurs de sciences de la vie et de la Terre, en mesurant le taux d'oxygène, etc. L'idée était de faire en sorte de donner du sens aux apprentissages des élèves du collège. L'enjeu pédagogique, c'était finalement d'arrêter de faire en sorte que ce qu'on apprenait en français, ça n'avait pas de lien avec ce qu'on apprenait en mathématiques, ça n'avait pas de lien avec ce qu'on faisait en EPS ou en histoire-géographie. Idée louable, mais pour autant, encore une fois, une idée qui a été mal perçue par les enseignants qui se voyaient dépossédés finalement de leur envie de de transmettre finalement leurs propres connaissances. Cette réforme, elle a été à l'époque très fortement critiquée, accusée de rogner sur les heures de discipline fondamentale et d'être trop lourde administrativement, menant à un allègement progressif. En 2 ans, finalement, cette réforme a été fortement allégée et puis finalement marginalisée aujourd'hui. Cette réforme, elle n'a jamais été abandonnée. Certains collèges continuent à faire des enseignements interdisciplinaires, mais finalement, très très peu aujourd'hui. Cette réforme du collège, elle a été aussi en 2016 l'idée de faire en sorte qu'on commençait la deuxième langue étrangère en classe de 5e. Ce qui veut dire aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, deuxième langue, l'idée qu'en Europe, la langue du pays, l'anglais, et une autre langue était aujourd'hui obligatoire. Malgré ces tentatives d'ouverture et d'individualisation, la question du niveau des élèves en fin de collège est restée entière. Et on le verra tout à l'heure, elle ouvre aussi la voie à une autre réforme, celle de 2004. On poursuit, à la fois chronologiquement, puisqu'on va se retrouver là en 2018-2019, mais à la fois dans le système éducatif. On est parti de l'école primaire, du collège, maintenant on va aller au lycée. La grande révolution, et je parle vraiment de révolution là, depuis 2019, c'est la transformation du lycée, surtout du baccalauréat, qui n'a plus grand-chose à voir avec ce que vous avez pu connaître lorsque vous étiez lycéen, ou ce que j'ai vu connaître lorsque j'étais lycéen aussi, avec la fin des filières historiques et un passage différent vers l'enseignement supérieur. Lorsque vous étiez ou lorsque j'étais lycéen, on avait différentes séries de baccalauréats qui se sont appelées jusqu'en 94 les baccalauréats A, B, C, D, E, vous avez connu tout ça. A, c'était plutôt les lettres, B, c'était plutôt l'économie, C, c'était plutôt les sciences, D aussi. E, les sciences techniques plutôt. Ensuite, ça s'est appelé littéraire, économique et social, scientifique. Tout ça, aujourd'hui, et vous le voyez peut-être avec vos petits-fils ou vos arrière-petits-fils ou petits-fils, ça a totalement disparu. Ça a disparu parce que ce nouveau baccalauréat a mis fin aux différentes séries de baccalauréat général pour n'en créer plus qu'une série de baccalauréat général. Donc toutes les filières scientifiques, économiques, sociales, littéraires ont été remplacées par ce qu'on appelle aujourd'hui des enseignements de spécialité. Alors, ces enseignements de spécialité, il y en a
de mémoire, il y en a une douzaine d'enseignements de spécialité. Et on va dire que les lycées, la majorité des lycées, plus proche ici, ce serait les Vigans, ensuite les lycées la plupart des lycées vont proposer à peu près 7 ou 8 enseignements de spécialité qui sont classiques. Les mathématiques, les sciences économiques et sociales, la physique, les sciences de la vie et de la terre, et des nouveautés dans ces enseignements de spécialité, qui sont des nouveautés qui sont très marquées finalement par les transformations récentes aussi de la société. Pourquoi ? Parce que dans les enseignements spécialités nouveaux, on va retrouver histoire, géographie, certes, mais accolée à une discipline qui s'appelle la géopolitique. Aujourd'hui, en 2025, on a à peu près, en classe de terminale, en France, on a à peu près 15% des élèves qui vont suivre un enseignement de 6 heures par semaine d'histoire, géographie et géopolitique. C'est très important, c'est une nouveauté qui est essentielle. Ça montre bien l'évolution de la société et la prise en compte de l'évolution sociale dans le monde éducatif. 6 heures par semaine, en plus des heures d'histoire-géographie, qui n'ont pas disparu. Donc certains élèves doivent faire 9 heures d'histoire, géographie, géopolitique par semaine. Autre exemple dans ces enseignements de spécialité, c'est l'apparition du numérique. Numérique et sciences informatiques, ça existe aujourd'hui. Alors c'était simplement 2 heures entre 2004 et 2020 finalement pour des élèves qui choisissaient en terminale 2 heures d'informatique. Aujourd'hui, dès la classe de première, on peut avoir des élèves qui vont suivre un enseignement d'informatique et de sciences du numérique dès la classe de première. L'idée, véritablement, étant de faire en sorte que l'école, le lycée, accompagne les évolutions de la société. Un troisième exemple sur ces enseignements spécialités, ça peut être aussi des enseignements de spécialité linguistiques, puisqu'on peut avoir des élèves qui vont suivre 4 heures en première, 6 heures en terminale, qui d'anglais, qui d'allemand, qui d'espagnol par exemple, pour en faire de véritables spécialistes. Le but, c'est de faire en sorte que le lycée conduise de plus en plus et de mieux en mieux des élèves vers de futurs étudiants qui réussiront dans le supérieur. Pourquoi je dis ça ? Parce que, et on va le voir juste après, on a réussi finalement à faire en sorte que les élèves réussissent leur baccalauréat. Aujourd'hui, et on va le voir après, quasiment tous les élèves réussissent leur baccalauréat. C'est plus un objectif, en réalité. L'objectif est en sorte que les élèves réussissent, non pas le bac, mais réussissent dans le supérieur. Le choc, ça a été en 2015-2016, où des études nous ont montré qu'un élève qui réussissait le baccalauréat, qui allait à l'université, pouvait ensuite à l'université totalement échouer à l'université. Un exemple, première année de licence, à l'époque on appelait ça le DUG, aujourd'hui harmonisation européenne et quasiment mondiale, c'est une licence en 3 ans. Première année de licence, milieu des années 2010, un tiers des élèves réussit. Un tiers des élèves réussit alors qu'ils ont brillamment finalement obtenu leur baccalauréat. Un tiers abandonne après la première année de licence. Un tiers double sa première année de licence. Donc, ça veut dire que le lycée, finalement, certifie un niveau avec le baccalauréat, premier grade universitaire, d'après les textes, mais en réalité, ne prépare pas suffisamment les élèves à réussir dans le supérieur. Donc c'est pour ça que l'idée qui germe et qui, avec ce nouveau baccalauréat,
fait en sorte que on va essayer de faire que les élèves aient davantage de connaissances dans des disciplines qu'ils vont choisir. Ils pourront choisir, par exemple, de faire des mathématiques et de l'anglais et de l'informatique. Ou ils pourront choisir de faire des arts du cirque. Vous allez à Montpellier, au lycée Jean Monnet, vous pouvez faire des arts du cirque à raison de 6 heures par semaine en terminale, et des mathématiques et de la physique. Alors, sur le papier, ils peuvent tout choisir. En réalité, on essaye quand même, et fort heureusement, quand on est à la tête des établissements scolaires comme je peux l'être, de guider les élèves sur des choix qui soient raisonnés. Sur le papier, vous pouvez très bien prendre anglais, art du cirque et sciences éco et demander une fac de mathématiques. Vous pouvez y intégrer cette fac de mathématiques, vous ne pouvez pas réussir. Donc à nous aussi de faire en sorte que les élèves soient éclairés. Liberté de choix importante, et pour cela, on a aussi changé le baccalauréat avec une mise en place de quelque chose de tout nouveau pour le lycée, c'est-à-dire que 40% des notes du baccalauréat sont des notes sur la classe de première et la classe de terminale. Les épreuves terminales, comme vous avez pu les connaître au mois de juin de l'année de terminale ou au mois de juin de l'année de première pour le français, ça ne représente plus que 60% des notes du baccalauréat. Donc, une nouveauté en 2019 avec ce nouveau baccalauréat, une apparition aussi de quelque chose qui finalement existait mais sous une autre forme, qui est un grand oral à la fin de l'année de terminale. Alors ça a existé, ça existait en première, ça existait en terminale sous différentes formes. Il y a une vingtaine d'années, on appelait ça des travaux pratiques encadrés où les élèves passaient une épreuve orale. Mais maintenant, cette épreuve orale est institutionnalisée. Tous les élèves vont passer à la fin de l'année de terminale ce qu'on appelle un grand oral, et quel que soit leur baccalauréat, que ce soit un baccalauréat général, je ne vais pas m'appesantir dessus, que ce soit un baccalauréat technologique ou un baccalauréat professionnel. Ils vont passer d'une manière ou d'une autre une épreuve orale qui va aussi faire en sorte de développer leur capacité à s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'on s'était aussi rendu compte que beaucoup d'élèves avaient du mal à s'exprimer à l'oral et étaient perdus lorsqu'ils parlaient ensuite dans le supérieur et qu'ils devaient présenter des exposés. Ça fait peur, ce graphique. J'ai fait exprès de ne pas mettre beaucoup de graphiques, mais ce graphique fait peur. Pourquoi il fait peur ? Parce que on se rend compte que finalement, et j'ai mis le taux de réussite avant le rattrapage de manière volontaire. Aujourd'hui, tout le monde, quand il arrive au baccalauréat, tout le monde obtient son baccalauréat. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement, le baccalauréat, c'est plus l'enjeu aujourd'hui. Aujourd'hui, on est véritablement, si j'ai pris le taux de 2025, on est à près de 92%, 91,8% de réussite après le rattrapage. Tout baccalauréat confondu. Tout baccalauréat confondu, ça veut dire que les élèves qui sont en voie générale, c'est plutôt 96,4%, c'est les derniers chiffres de 2025. Ceux qui sont dans les baccalauréats technologiques, c'est plutôt aux alentours de 91%. Ceux qui sont dans les filières professionnelles, c'est aux alentours de 84%. Mais en réalité, l'enjeu aujourd'hui, c'est plus du tout l'accès au baccalauréat. L'enjeu, c'est sa valeur relative du baccalauréat. Avec un taux de réussite si élevé, le bac, ce n'est plus une condition, c'est devenu une condition nécessaire, mais absolument plus suffisante pour l'insertion ou pour la poursuite des études. C'est l'étape d'après, c'est l'orientation qui aujourd'hui est devenue le véritable filtre. D'où le rôle central d'une nouvelle, on va passer ça plus trop le temps, d'une nouvelle réforme qui date aussi de 2018. 2018-2019, c'est les deux grandes réformes très récentes. C'est l'accès à l'enseignement supérieur. Alors ça, je peux vous en parler pendant des heures, mais on va peut-être pas s'appesantir non plus longtemps sur cette partie. C'est ce qui est craint aujourd'hui par tous les élèves, mais
à tort, c'est ce qu'on appelle système Parcoursup. Ce nouveau bac, il est intrinsèquement lié à un système de candidature, parce que Parcoursup, ce n'est rien d'autre qu'un système de candidature vers le supérieur, qui a remplacé quelque chose qui a duré pendant près de 15 ans, de 2007 finalement à 2018, qui s'appelle admission post-bac. Mais c'est un peu différent. Le fonctionnement, c'est une plateforme unique où une très grande majorité des formations du supérieur apparaissent. Les élèves de terminale candidatent sur cette plateforme unique. L'idée étant en sorte que tous les élèves aient le maximum d'informations possibles sur les études du supérieur. Il se base sur des attendus fixés par les formations et introduit de la sélection dans ces formations pour des filières en tension. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu aussi un élément très important qui a lieu aux alentours de 2016-2017, 2017-2018 aussi, et il y avait des tirages au sort à l'entrée de filières très demandées. Vous pouviez être très bon élève et ne pas pouvoir rentrer, par exemple, en faculté de médecine. Vous pouviez être excellent élève et ne pas pouvoir rentrer dans une formation que vous souhaitiez, pas parce qu'il n'y avait plus de place. Donc l'idée étant maintenant de faire en sorte qu'on sélectionne les élèves, avec leur dossier de première et de terminale. Alors, ça a toujours existé, mais c'est de plus en plus prégnant avec Parcoursup. Le dossier est au cours du processus. L'élément central de l'évaluation, c'est le dossier scolaire, les notes de première, de terminale, les appréciations des professeurs, les lettres de motivation des élèves, qui portent des noms différents, mais des lettres de motivation des élèves. Néanmoins, une critique importante, on a considéré, et à tort, pour participer aux sélections et puis faire en sorte que dans les académies, on essaye de trouver une place à tous les élèves qui n'en ont pas à la fin. Ce système qui avait été très critiqué par son opacité, c'est une critique, à mon avis, qui est mauvaise parce que on se base sur le fait qu'on parle beaucoup d'algorithmes. Avec Parcoursup, c'est faux. Il y a toujours des professeurs qui étudient les dossiers, en réalité. En revanche, la vraie critique, c'est que ce système, il favorise les élèves qui ont un parcours qui est sans aggro. Présélection pour ces élèves quand même dans les lycées, de plus en plus, on le remarque aussi. Je ne vais pas y venir parce qu'on n'a plus beaucoup le temps. Je vais laisser aussi le temps pour quelques questions. D'autres modifications récentes dans ce système éducatif, il y en a deux. C'est la place importante qui est accordée à l'éducation prioritaire avec l'intervention du dédoublement des classes de grande section de maternelle, de CP, de CE1 dans des zones d'éducation prioritaire. Ce dispositif qui a concerné quand même 300 000 élèves et a nécessité, 300 000 élèves a nécessité l'embauche de milliers de professeurs à partir de 2018. L'enjeu était de réduire de 50% les écarts de niveau entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres. Et puis, autre élément important et autre modification récente, c'est l'inclusion des élèves en situation de handicap. La loi de 2005 est essentielle pour le monde enseignant. 2005, c'est Jacques Chirac qui est président de la République. Jacques Chirac avait une fille handicapée. Et il a pris conscience, et il a fait prendre conscience au monde de l'éducation nationale que les élèves handicapés, plus ou moins handicapés, devaient avoir une chance de réussir leurs études et devaient avoir une chance de réussir à l'école. Le nombre d'élèves handicapés scolarisés a doublé en 10 ans. Aujourd'hui, j'ai pris les chiffres de 2023, ceux que j'ai pu trouver les plus récents. Il y a environ 470 000 élèves en situation de handicap. Ils étaient à peu près 220 000 en 2013.
Donc un nombre important d'élèves en situation de handicap qui est aujourd'hui scolarisé en milieu ordinaire. C'est pas sans poser de difficultés parce que les enseignants ont de véritables difficultés à adapter leurs enseignements à ces élèves-là. Virage numérique qui a été pris aussi, de plus en plus d'écoles, de lycées, de collèges utilisent les systèmes numériques. On est dans une région, l'Occitanie, où depuis plus de 10 ans, tous les élèves qui rentrent au lycée ont un ordinateur qui leur est donné par la région, pour justement faire en sorte que le virage numérique de la société il soit véritablement pris aussi par l'école. 2004, dernier point, je m'arrêterai là. Un dernier ministre, on l'a dit tout à l'heure, Gabriel Attal, qui lui a décidé de revenir véritablement sur l'importance des bases du français, des mathématiques, le choc des savoirs, avec l'idée de faire en sorte que les élèves les plus en difficulté, on puisse leur donner davantage de chance avec la création de groupes de niveau, retour aux groupes de niveau. Très critiqué, ces groupes de niveau. Il y a 2 jours, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffrey, ancien directeur de l'enseignement scolaire, donc finalement numéro 2 de l'Éducation nationale lorsque Gabriel Attal était lui ministre de l'Éducation nationale, est revenu dans une interview sur ces groupes de niveau, sur ces groupes de besoins, ce qui veut dire que c'est pas terminé. On est toujours dans cette tension entre la nécessité de faire en sorte que les élèves les plus en difficulté aient le plus de chances de réussir, cette tentation aussi de privilégier l'élitisme à la française, c'est pas terminé tout ça. Le système, néanmoins, il a des acquis aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réussi à scolariser une grande partie des élèves, quasiment tous les élèves de France. On a réussi à adapter l'offre de formation. Le lycée est devenu un lycée modulaire. L'inclusion des élèves en situation de handicap aujourd'hui, elle est réelle, mais tout ça, c'est pas sans difficulté persistante, avec des inégalités sociales qu'on n'arrive pas à réduire aujourd'hui. Une crise importante du recrutement des enseignants dans le système français. On n'arrive plus à recruter suffisamment d'enseignants pour plein de raisons, et pas que des raisons financières. Et une tension toujours présente aujourd'hui entre l'idée de scolariser tout le monde, le collège unique, et la difficulté de gérer les niveaux des élèves à l'intérieur d'une même classe. Je m'arrête là, j'étais trop long, il est presque 11 heures.